Bonjour Christophe Gauthier, vous êtes le délégué départemental de la Fondation de la France Libre et vous avez déposé une gerbe aujourd'hui le 18 juin en anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle à Périgueux. Bonjour. Bonjour. Oui, absolument. La Fondation de la France Libre est très mobilisée autour de cette journée, évidemment, qui commémore la Fondation de la France Libre. C'est l'appel du général de Gaulle, ce sont les conséquences de cet appel. Et aujourd'hui, la Fondation essaie de se recentrer davantage vers l'ouverture vers les jeunes. Ça, c'est d'où l'importance d'y associer en fait des publics de scolaires. Et cet après-midi, la Fondation de la France Libre, avec le soutien financier également du Souvenir français, invite 4 classes de collège à découvrir le film La bataille de Gaulle, qui nous paraît une approche vraiment intéressante et très innovante sur l'histoire de la France libre. Un film qu'il faudra aller voir alors pour revoir un peu cette histoire importante qui a fait beaucoup de choses. Alors à vrai dire, le parti pris du film est intéressant. Il démarre véritablement plutôt le 19 juin, le lendemain de l'appel, et on se rend compte que le général de Gaulle est un homme seul et que les premiers Français libres sont des gens qui le rejoignent avec des convictions qui ne sont pas encore solidement ancrées. Et on voit très bien. L'île de Saint, par exemple. Par exemple. Et on voit aussi que le général de Gaulle a 2 préoccupations. Avoir rapidement une assise territoriale, le film le montre très bien, en direction de l'Afrique, avec des colonies françaises, en essayant de déclencher la dissidence auprès des colonies qui étaient sous l'autorité de Vichy. On découvre aussi des parcours très personnels. On découvre le capitaine Leclerc, on découvre René Pleven, des gens qui vont compter dans la France libre. Et le parti pris du film est aussi de mettre en valeur la première véritablement manifestation de la résistance en France. C'est la fameuse manifestation du 11 novembre 1940, lorsque les jeunes lycéens, à l'appel de jeunes lycéens parisiens, 3000 jeunes vont se retrouver devant la tombe du soldat inconnu, alors qu'il est strictement interdit de manifester quoi que ce soit ce jour-là. Le maréchal Pétain ne commémore même pas, en fait, ce jour-là, les anciens qui sont tombés pendant la Première Guerre mondiale. Et ça, le film aussi fait une part très belle, très intéressante à la jeunesse de France. La Fondation de la France Libre va entreprendre des actions aussi en Dordogne pour mettre à l'honneur Alphée Maziras. Il a une rue qui est connue côté d'Aliénor, à côté de la gare. Alors, la Fondation de la France Libre entend effectivement rappeler aux Périgourdins l'histoire de grands Français libres. Alors évidemment, dans la ville de Périgueux, moi spontanément je pense à Yves Guénin, notre ancien maire, qui rallie le général de Gaulle le 19 juin 1940 et qui fait une guerre admirable dans la France libre. Mais son parcours est bien connu. On a décidé plutôt de mettre en valeur quelqu'un qui est maintenant un petit peu tombé dans l'anonymat, qui est Alphée Maziras. Alors Alphée Maziras est un ancien élève de Bertrand de Born, brillant élève, et également un joueur de rugby absolument remarquable au Cap, puisqu'il était considéré comme un des grands espoirs du rugby français. Et Alphée Maziras va passer le concours de Saint-Cyr et il se trouve en poste au Cameroun lorsque arrive le commandant Leclerc, il n'est pas encore général, et c'est lui qui accueille le commandant Leclerc, et ensuite il va voir, je dirais, un destin lié au général Leclerc, et lorsqu'il meurt au combat, sous les murs de Baccarat, le général Leclerc viendra le lendemain se recueillir sur sa dépouille, et il dira « c'était mon meilleur capitaine de la 2e division blindée ». Et d'ailleurs, il est fait compagnon de la libération dès 1943 à la demande du général Leclerc. Donc la Fondation voudrait mettre en valeur, en partenariat avec l'Éducation nationale, ce parcours tout à fait exceptionnel. Et la mairie est intéressée pour le mentionner aussi directement sur le monument aux morts des anciens rugbyman du Cap qui sont tombés pour la France. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur l'image du général de Gaulle à l'étranger dans tous les pays du monde qui connaissent un peu cette histoire? Parce que là, avec les droits de douane, avec Trump, j'ai appris qu'il y avait eu de Gaulle qui était allé chercher avec 2 navires militaires l'or de la France qui ne voulait pas être rendu. Bon bref, est-ce que vous avez des infos que personne ne connaît un petit peu? Alors moi, des infos que personne ne connaît. Moi, je vais revenir un petit peu au film. Ce que je trouve très intéressant, c'est que le film prend le parti des historiens britanniques. Et c'est la vision des historiens britanniques. Et ce que l'on voit pendant cette période, c'est que pendant très longtemps, De Gaulle est considéré comme une espèce d'aventurier, une espèce de Don Quichotte, c'est un peu le parti pris.
Et il a beaucoup de mal à s'imposer. On dit que Churchill le soutient, mais on voit que Churchill, à plusieurs reprises, essaie de le remplacer, parce qu'il n'est pas facile. Il est vraiment très investi et très à cheval sur l'honneur de la France. Et on voit très très bien aussi les difficiles relations avec les Américains qui ne le supportent pas. Roosevelt ne supporte pas pendant très longtemps le général de Gaulle. Roosevelt aurait préféré trouver un arrangement avec Vichy, très clairement. Et donc aujourd'hui, si l'image du général de Gaulle, elle est mondialement connue, mais c'est plus le de Gaulle de la Ve République, c'est le de Gaulle des grands discours, Vive le Québec libre, le discours de Phnom Penh. On oublie qu'au début, il a eu beaucoup de mal à s'imposer à l'international et en particulier aux États-Unis. Eh bien, merci beaucoup Christophe Gauthier, donc le délégué départemental de la Fondation de la France Libre. Merci à vous. Merci beaucoup. Lecture de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi le 18 juin 1940 par un élève du collège Clochassin. Le 18 juin 1940, il y a 86 ans, le général de Gaulle pénètre un peu avant 18h dans le studio 4B de la BBC. Rédigé le 18 juin au matin, avec le soutien de Churchill qui reconnaît comme l'instrument du destin, de Gaulle a pesé, peaufiné chaque argument, répondant point par point au maréchal Pétain. L'argumentaire claque, fulminant, implacable. Lorsque la lampe rouge du studio 4B s'allume, de Gaulle déplie les 2 feuillets sans les lire, sa voix s'envole vers la France. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs, au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais, le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non! Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver
avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Lecture par Madame Marie Aubert, préfète de la Dordogne, du message de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants. Le 18 juin 1940, au soir, sur les ondes de la BBC, un général de brigade à titre temporaire, sous-secrétaire d'État, prenait la parole pour refuser l'abandon que d'autres s'apprêtaient à accepter. Il était seul, il n'avait ni armée, ni territoire, ni ressources. Il s'apparaissait à lui-même, écrira-t-il plus tard, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendait franchir à la nage. Et pourtant, dans cette voie qui montait de Londres vers une France où descendait la nuit, il y avait tout le réveil à venir. À travers cet homme seul, la France refusait de mourir. La veille, le 17 juin, un commerçant de Brive-la-Gaillarde, Edmond Michelet, diffusait clandestinement un tract reprenant les mots de Charles Péguy pour appeler la France à sa vocation de liberté. Celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et quel que soit son parti. Il est l'héritier de celle qui fit lever le siège d'Orléans. Ce fut l'un des tout premiers actes de la résistance sur notre sol. Le 10 mai 1942, à Londres, le général de Gaulle lui-même évoquerait la fille de Lorraine, sans pouvoir ni prestige. Si la France trouva en elle-même, il y a 500 ans, à l'appel de Jeanne d'Arc, la flamme nécessaire à son salut, elle peut aujourd'hui retrouver la même flamme. Un mois plus tard, dans le désert libyen, cette flamme ressurgissait. À Bir Hakeim, la première brigade française libre tenait tête, 15 jours durant, aux forces de l'Axe. Sous les ordres du général Koenig, combattaient côte à côte légionnaires européens, tirailleurs d'Afrique, volontaires du Pacifique et compagnons de la libération. Avec eux se trouvait aussi une Britannique, Suzanne Travers. Dans la nuit du 10 au 11 juin, conductrice du général, elle mena sous le feu la percée qui devait déjouer l'encerclement. Ni sa naissance, ni sa condition, ni sa place ne l'y prédestinaient. Elle n'avait rien demandé pour elle-même, elle ouvrit la voie. Quant à Bir Hakeim, un rayon de sa gloire renaissante est venu caresser le front sanglant de ses soldats, dira le général, le monde a reconnu la France. De nouveau, la force de la France se révélait là où sa faiblesse avait semblé la plus grande. La France libre n'était plus seulement une voix dans la nuit, elle était devenue la preuve que la France n'avait jamais cessé d'être elle-même. Ceux qui avaient répondu à l'appel lui donnaient un visage universel. Parmi eux, Joseph Kessel, né en Argentine, auteur du Chant des partisans. Joséphine Baker, enfant de Saint-Louis du Missouri, devenue héroïne du renseignement. Félix Éboué, petit-fils d'esclave et gouverneur du Tchad qui offrit à la France libre son premier point d'appui. Car le sens de leur combat dépassait le territoire national. Dès 1941, à Oxford, De Gaulle rappelait l'enjeu profond de ce conflit. Sauver l'ordre du monde, tel que la liberté, la sécurité, la dignité de chacun soient garanties, et assurer en définitive le triomphe de l'esprit sur la matière. À l'heure où le monde est à nouveau travaillé par la tentation de la force brute, l'appel du 18 juin nous élève à la hauteur d'une exigence. Notre peuple n'est jamais aussi grand que lorsqu'il refuse la défaite de l'esprit et se donne les moyens de défendre sa liberté. Cette exigence, le général l'avait rappelée quelques jours après son premier appel. Le 24 juin 1940, il s'adressait encore aux Français en ces termes. « La France est comme un boxeur qu'un coup terrible a terrassé. Elle gît à terre, mais elle sait, elle sent qu'elle vit toujours d'une vie profonde et forte.
Elle sait, elle sent que l'affaire n'est pas finie, que la cause n'est pas entendue. Il faut qu'il y ait un soleil, il faut qu'il y ait une espérance. Il faut que quelque part brille et brûle la flamme de la résistance française. Un jour, je vous le promets, nous serons ensemble l'armée qui rendra la liberté au monde et la grandeur à la patrie. Sur la croix de Lorraine, du mémorial où reposent les combattants du maquis de Charente, qui avaient choisi le nom de Bir Hakeim, sont gravés ces mots, pour la liberté et la grandeur de la patrie. Il résume ce que fut l'esprit du 18 juin, la conviction que rien n'est jamais perdu tant qu'il existe des femmes et des hommes pour refuser en leur âme de s'estimer vaincus. La foi qu'il demeure en chacun une part irréductible que la force ne peut ni contraindre ni détruire. La fidélité à ce que le général de Gaulle appelait le pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Vive la liberté, vive la République, vive la France. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes. Dépôt de gerbes par Monsieur Christophe Gauthier pour la Fondation de la France libre. Dépôt de gerbes par Monsieur Paul Mazot, représentant le président du conseil départemental. Dépôt de gerbes par Monsieur Michel Cadet, maire de Périgueux, accompagné de Monsieur Philippe Laccueil, conseiller délégué au souvenir mémoriel. Dépôt de gerbes par Madame Marie Aubert, préfète de la Dordogne.
Thank